Alors, avant toute chose, il me semble nécessaire de vous présenter les espaces de réflexion éthique régionaux afin de mieux cerner les enjeux relatifs au projet Pandémie Territoire Éthique, ainsi que la genèse de ce projet. De ce fait, je vais me permettre une brève présentation sur ces derniers. Alors, en vertu de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique et à l'arrêté du 4 janvier 2012, les espaces de réflexion éthique ont été mis en place dans chaque région de France métropolitaine, ainsi qu'en Guadeloupe, Martinique et sur la zone océan Indien. Il y en a donc 15, ils sont adossés à des CHU et sont organisés de la façon suivante: un directeur, un bureau, ainsi qu'un conseil d'orientation. Ils peuvent être saisis par toute personne, physique ou morale, qui souhaitent conduire des travaux ou proposer des termes de réflexion concernant l'éthique de la science de la vie ou de la santé, ou des technologies utilisées en santé. Pour résumer leurs missions sont les suivantes, vous en avez quelques-unes à l'écran. C'est un lieu de formation universitaire, des professionnels des sciences ou des professionnels de santé, mais également des autres professionnels. C'est également un lieu de documentation, de rencontres ou d'échanges interdisciplinaires. C'est un observatoire régional des pratiques éthiques inhérentes aux sciences de la vie et à la santé, organisateur de débats, et leur rôle est également d'opérer un partage de réflexion. Durant la pandémie, on a pu voir un besoin d'éclairage en éthique qui s'est fait gravement ressentir. Dans ce cadre, des cellules de soutien éthique ont été mises en place dès mars 2020 sous l'impulsion du Comité consultatif national d'éthique, appuyé par les ERR pour certaines. Leur objectif premier était d'appuyer les soignants face à la crise pandémique et les situations inédites créées par ces dernières concernant leur aspect éthique. Il faut savoir que ces cellules de soutien éthique rendent des avis sur sollicitation dans chaque territoire, sur demande des établissements de santé et médico-sociaux ou des structures éthiques de ces établissements, en réseau avec les ERR et de tout professionnel de santé. C'est donc sur cette base qu'est apparu le projet Pandémie Territoire Éthique. Alors, avant de commencer la présentation du projet et plus particulièrement de notre axe sur la fin de vie, il est nécessaire de revenir sur la genèse, son élaboration, sa méthodologie, avant d'aborder les résultats obtenus ainsi que les discussions qui ont émané de ces derniers. Alors, concernant la méthodologie, le rapport issu de ce projet analyse en premier lieu les saisines reçues par les cellules de soutien éthique créées sur le territoire dès le début de la crise de la Covid-19 sur recommandation du CCNE dans son avis du 13 mars 2020. Cet avis analyse le rôle des CCSE portés en majorité par les espaces de réflexion éthique régionaux et de leur rôle. Les missions des CRR durant cette période ont permis de déterminer et analyser les enjeux éthiques sur plusieurs thématiques réparties en deux axes dans ce rapport. Le premier avait trait à l'étude des interactions et modes de gouvernance de l'éthique en situation de crise. Le second axe, sur lequel je vais revenir de manière plus approfondie, portait sur l'analyse thématique des saisines et production des CSE et se répartit en 6 sous-thématiques. Les droits et besoins des usagers, portés par l'ERR PACA Corse. La proportionnalité des décisions institutionnelles de gestion de crise, portée par l'ERR Bretagne. Grand âge et maintien des liens sociaux, porté par l'ERR Normandie. Mort et processus de deuil, porté par encore l'ERR Normandie. Dépistage, vaccination et outils de veille, porté par l'ERR Normandie. Et enfin, le sujet qui nous intéressera aujourd'hui, la fin de vie, porté par l'ERENA et également le laboratoire SPH. J'y reviendrai après. Concernant la méthodologie employée, l'analyse de cette thématique, qui a débuté en avril 2021 et se clôturée en novembre 2021, a été faite sur la base des données colligées par la DGOS, issues des CSE. Afin de compléter ces données, ont également été analysées les directives données durant cette période, les entretiens qui a donné un rapport des directeurs des CSE, la littérature sur ce thème, et chaque équipe a participé à la mise en place d'un questionnaire, c'est-à-dire qu'il y avait un grand questionnaire avec, pour chaque thématique que je vous ai abordée sur le second axe, une partie qui a été mise en place par chacune des équipes. Les réponses ont été analysées. Par la suite, l'ERENA a fait le choix de mener 3 entretiens semi-directifs qui ont eu lieu avec des médecins de soins palliatifs, 2 médecins d'équipe mobile, ainsi qu'un troisième en centre hospitalier. C'était purement complémentaire. L'objectif était d'établir avec tous ces thèmes un rapport final qui a été par la suite présenté à la directrice générale de l'offre de soins, Madame Katia Julienne, le 26 janvier 2022, ce qui a clos ce projet. Maintenant que ces éléments de présentation ont été abordés, nous allons pouvoir aborder de manière plus précise le thème sur lequel nous avons travaillé avec l'ERENA et le laboratoire SPH de Bordeaux-Montaigne, c'est-à-dire la fin de vie. Alors, il faut savoir que ce groupe était composé de 5 membres. Le docteur Véronique Cavérousse, chef de service de soins palliatifs au CHU de Bordeaux, directrice de l'ERENA site Bordeaux et professeur associé à l'université Bordeaux-Montaigne,
Madame Marie Lamarche, maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Bordeaux, le professeur Valérie Laurent, directeur du laboratoire SPH au moment de l'élaboration de ce projet et professeur de philosophie, Muriel Raymond, chargé de mission qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui aurait dû vous présenter cette partie ERENA, et moi-même, Marie Drouillard, doctorante en droit public et étudiante en éthique. Il s'agissait donc, comme vous voyez, d'une équipe pluridisciplinaire. Alors, je vais du coup aborder de manière plus précise la Covid et la fin de vie. On ne se refait pas. Nous avons commencé ce rapport par le cadre légal des soins palliatifs. En premier lieu, nous avons fait vraiment un topo bref avec l'article L1110-10 du Code de la santé publique qui définit les soins palliatifs comme des soins actifs et continus exécutés par une équipe pluridisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Ces services de soins palliatifs ont été créés par une circulaire du 26 août 1986. Par la suite, ils sont devenus une mission légale des établissements assurant le service public hospitalier par la loi du 31 janvier 1991 portant réforme hospitalière. Enfin, l'article L. 6111-1 du Code de la santé publique précise précise le type d'établissement prodiguant des soins palliatifs. Et les établissements de santé publique, privés d'intérêt collectif et privés délivrent des soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s'entendre du lieu de résidence ou d'un établissement avec hébergement relevant du Code de l'action sociale et des familles. Dans le cas de cette pandémie, des recommandations des autorités publiques et des sociétés savantes sont venues compléter ce cadre légal déjà préétabli. À ce titre, il est bien évidemment possible de citer les recommandations émises par les ARS ou encore par le ministère de la Santé et des Solidarités, essentiellement durant la première et la seconde vague. Par la suite, nous avons parlé de quelques chiffres et de données. Comme énoncé en supra, la méthodologie initiale du projet se basait en premier lieu sur les saisines des cellules de soutien éthique, CSE, colligées par la Direction générale de l'offre de soins. Dans les faits, en fait, il s'agissait d'un grand tableau Excel dans lequel nous avions, sans distinction thématique de prime abord, les différentes saisines avec la région, un numéro, la profession, la qualité de la personne ayant formulé la saisine et bien sûr la réponse. Nous y avions tous accès, l'ensemble de toutes les équipes. Par la suite, dans un souci de qualification et de classification thématique, les saisines ont été ordonnées, classées par thème, par sous-thématique et par chaque équipe. C'est le travail qui m'a été donné de faire. Concernant les thématiques, vous avez quelques chiffres qui a permis justement d'établir une classification thématique. Sur la fin de vie, un nombre important de saisines portait sur les visites aux malades. Il y en avait 27 sur les 44. Les données sur ce thème sont essentiellement du coup, issues de ces saisines et cette source a permis l'identification de deux autres points, comme vous le voyez à l'écran. Les pratiques professionnelles, 35% des saisines sur la fin de vie, sont apparues en raison du caractère nouveau et soudain de la pandémie, de la propagation rapide du virus et de la symptologie nouvelle et polymorphe de la maladie. À ce titre, sur la base du répertoire de la DGOS, des saisines de la CSE, du questionnaire et aussi des recommandations fournies dans le cadre pandémique, des points de réflexion sur les pratiques médicales sont apparus concernant le consentement aux soins, les directives anticipées. Enfin, troisième point, 25% des saisines portent sur les équipes soignantes, leur ressenti face à la crise pandémique, le rapport patient-soignant, ainsi que les équipements de protection individuelle. Il est évident que les équipes soignantes ont vu leur quotidien changer par la crise. L'exploration de cette thématique s'est une nouvelle fois basée sur ces saisines, mais aussi beaucoup sur le questionnaire dont je vous ai parlé précédemment, sur aussi les entretiens qu'on a pu mener avec les 3 médecins de soins palliatifs. C'est donc dans cet ordre que je vais aborder le projet Pandémie Territoire Éthique sur le volet fin de vie. Alors, vous avez une petite présentation des thématiques et je commence par l'accompagnement et les visites aux patients en fin de vie. À l'instar des autres thématiques, cette partie débute avec un petit topo sur les textes législatifs en vigueur. Le droit de visite est prévu par un texte qui est la charte de la personne hospitalisée. Celle-ci peut recevoir dans sa chambre les visites de son choix en respectant l'intimité et le repos des personnes hospitalisées.
Dans le Code de la santé publique, l'article R 1112-47 dispose que les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'expulsion des visiteurs et l'interdiction de visite peut être décidée par le directeur. Là, c'est le cadre légal prévu en temps normal et en temps de crise. La police des visites a donc été exercée de manière plus drastique durant la pandémie de la Covid-19 afin de préserver au mieux la propagation du virus. Il a donc été question d'un droit qui peut connaître des adaptations selon les recommandations ou restrictions. Alors, devenue une exception à l'interdiction faite aux proches de visiter les malades durant la crise sanitaire, la fin de vie a pu être considérée comme un moment extraordinaire, en 2 mots, un passage durant lequel les familles pouvaient être présentes dans certains cas malgré le virus. À titre comparatif, on peut aussi prendre l'exemple des parturientes, mais elles ont connu en début de crise un régime très restrictif avec l'interdiction souvent du conjoint ou de la conjointe. Certains aménagements ont été convenus lorsque les visites n'ont pas été possibles et des questionnements sont apparus, ayant trait notamment à l'accès aux malades par leurs proches déjà contaminés par le virus. Comme évoqué en supra, l'analyse de cette sous-thématique se fait essentiellement par le biais des remontées des cellules de soutien éthique. Vous verrez que ce n'est pas le cas pour toutes les thématiques. Ce qui a permis de voir en analysant que ces préoccupations ont concerné essentiellement la première vague, ce qui n'a pas été le cas pour toutes les thématiques, c'est-à-dire la période allant de mars à juin 2020, même si la seconde vague a été en partie touchée par cette problématique. Le questionnaire envoyé aux membres des cellules de soutien éthique, celui que nous avions constitué en début de projet, a permis de constater que les visites ont été un véritable sujet de préoccupation, avec 80% des répondants qui ont considéré que cette thématique avait été un vrai sujet et ont eu connaissance de saisines et de questionnements éthiques sur le sujet. C'est par ailleurs pour pallier ces carences et ces questionnements que des alternatives aux visites ont été mises en place. Elles ont fait par ailleurs l'objet de certaines saisines. Les saisines ont concerné les alternatives aux saisines dites physiques. À ces visites traditionnelles, durant lesquelles les proches du malade venaient visiter le patient, se sont substituées des visites dites virtuelles dans certains cas. En effet, une saisine, par exemple, concernait l'utilisation de la visioconférence pour pallier l'absence de lien créé par l'interdiction des visites dans certains services. Dans le cas de cette saisine, les internes ont été un véritable pilier et des véritables personnes ressources pour mettre en place ces dispositifs à distance. Ces saisines auront permis de découvrir les difficultés rencontrées concernant la fin de vie du malade et la visite de ses proches, et de mieux s'adapter à la suite de la crise pandémique. Après une période d'hésitation durant la première vague, les saisines ont montré une grande inventivité de la part des soignants pour permettre les visites et de s'adapter ensuite aux vagues suivantes. Alors, nous avons formulé pour chaque thématique, chaque sous-thématique des propositions d'amélioration. Voici celle sur la fin de vie et les visites, afin d'inscrire ces pratiques dans la durée en cas de rebond épidémique ou de prévoir l'arrivée d'une nouvelle pandémie. L'élaboration d'actes tels que des chartes, des circulaires est une démarche envisagée. À l'instar de la charte du patient hospitalisé, ces documents pourraient être diffusés à l'échelle nationale. L'aspect soudain et brusque de la Covid-19 n'a pas permis cette anticipation concernant les visites. Néanmoins, les exceptions et adaptations qu'ont connues les services hospitaliers peuvent être une source d'inspiration pour l'élaboration de ces futurs documents. Concernant les moyens techniques mis à disposition, il est possible d'envisager, bien sûr, l'achat de certains équipements, tablettes, webcams, ainsi qu'une mise en place d'un réseau Internet suffisant afin d'éviter une nouvelle interruption des visites et de maintenir ce lien virtuel. Ces outils pourraient être utilisés de manière ponctuelle par les équipes soignantes pour mettre en place ces visites. Donc, de ce fait, nous préconisons une dotation budgétaire à ce titre. Alors, là, vous avez une carte thématique. Nous avons beaucoup travaillé avec cet objet, c'est Mind Map. Ça a permis de voir, de dégager en fait les grandes thématiques. Et pour chaque équipe, elles sont incorporées au rapport final qui est en lien à la fin du PowerPoint si vous voulez le consulter. Alors, les pratiques professionnelles, l'impact de la Covid-19 ou du Covid-19. Alors, la crise de la Covid-19 fut également un moment de changement contraint des pratiques professionnelles concernant la fin de vie. Afin de faire face à ces multiplications des cas et à la symptologie polymorphe du virus et de soulager les patients, les équipes soignantes ont opéré des modifications dans leurs pratiques professionnelles. Ceci a entraîné des questionnements éthiques qui ont pu faire l'objet de saisines des CSE. La première d'entre elles, c'est le tri des patients.
Le triage était déjà connu, le Covid n'a rien inventé, dans la médecine de guerre ou de catastrophe. Il consiste à choisir quel malade bénéficie le plus rapidement des thérapeutiques disponibles. Dans la médecine moderne, il est principalement discuté pour l'allocation de ressources rares et coûteuses, comme les lits de réanimation. Cette pratique antérieure à l'épidémie de la Covid-19 peut se pratiquer également dans les services accueillant un flux important de patients, comme notamment les urgences. En réanimation aussi, la priorisation est routinière, elle n'est pas quotidienne, mais routinière, énonce le professeur Philippe Buzoarn au CHU de Nantes. Je retiens également la définition de la philosophe Céline Lefebvre. Le tri est une opération rationnelle et éthique d'optimisation de ressources pour maximiser l'efficacité de la médecine et le nombre de vies sauvées. Le phénomène a bien évidemment été exacerbé par l'épidémie et notamment dans les régions les plus touchées, comme vous l'avez vu en début de diaporama, Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est ont été particulièrement touchés. En effet, le manque de place a rendu nécessaire un tri des patients en amont. Il faut savoir que l'âge n'a pas toujours été un critère déterminant, contrairement à certains pays comme l'Italie. Et le CCNE rappelle à ce titre, dans son avis du 16 novembre 2020, qu'aucune situation de pénurie ne justifierait de renoncer au principe de l'éthique médicale qui met en avant le respect de la dignité de chaque personne, exclut tout critère de discrimination lié à l'âge, au statut social, l'handicap chronique ou tout autre critère. Considéré comme un critère parmi d'autres, l'âge ne devait pas être considéré comme a priori un paramètre absolu de la décision. Ainsi, le modèle français a privilégié une prise en charge au cas par cas. De manière générale, c'est ce qui ressort des saisines, qui font remonter le fait, je cite, qu'il ne faut pas adopter de règles absolues et anticipées concernant les critères de définition du patient dépassé. Ce sont les mots du professionnel ayant répondu à la saisine. C'est par ailleurs la notion d'équité qui est bien évidemment ressortie des différentes saisines concernant cette thématique. Il y a également eu, également eu un point sur les limitations de l'arrêt des traitements. En fait, il a été surtout question de veiller au respect de la collégialité et des règles prévues par le Code de la santé publique, notamment celle évoquée en supra. De manière globale, la question de la remise en cause des pratiques a été soulevée. 13 saisines concernaient ce point précis. De plus, la question a relevé des interrogations sur la pratique concernant la douleur qui ne pouvait pas être soulagée. Là, on s'est appuyé essentiellement sur le questionnaire. 40% des 69 répondants ont affirmé que oui, il y avait des problèmes sur ce point. De même, 46% ont considéré que cela a mené à des réflexions éthiques. Il a été également question de l'accès à l'oxygène à haut débit, la possibilité que l'accès à l'Optiflow puisse avoir lieu en dehors des réanimations dans les services de médecine ou de soins palliatifs a également été abordée dans les saisines. L'une des réponses apportées met en avant le fait qu'étudier les alternatives organisationnelles pour que le traitement sous Optiflow ou oxygénothérapie puisse, en cas d'extrême nécessité, être réalisé en dehors des services de soins. Ce qui a fait l'objet de recommandations de notre part concernant la mise en place d'un protocole de recommandation homogène sur l'ensemble du territoire concernant l'oxygène à haut débit et l'accessibilité de ce produit. Dernier point sur ce sous-thème, les directives anticipées. Alors, les directives anticipées, prévues à l'article 1111 du Code de la santé publique, disposent que toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de poursuite, de limitation, de l'arrêt ou de refus des traitements ou d'actes médicaux. À tout moment, par tout moyen, elles sont bien évidemment révocables et révisables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle disponible sur le site de la Haute Autorité de Santé. Et ce modèle prévoit les situations où la personne sait qu'elle est atteinte ou non, en fait, d'une affection grave au moment où elle est rédige. La question globale du consentement aux soins, mais également celle des directives anticipées, ressorties des saisines. Il y a une volonté marquée de suivre, je cite, les recommandations habituelles. La réponse donnée à cette saisine est relativement éclairante dans la mesure où elle rappelle le caractère libre et non contraint des directives anticipées. Je cite la réponse à la saisine. Elles, les directives anticipées, ne sauraient être imposées, encore moins conditionner la prise en charge du patient. Il serait scabreux de se lancer dans une campagne systématique de recueil des directives anticipées pour résoudre ces problèmes d'organisation. Néanmoins, le questionnaire qui s'adressait aux membres des CSE a montré que les directives anticipées n'étaient pas spécifiquement au cœur des préoccupations éthiques durant la crise. Seulement 13 des 69 répondants, soit 18% des répondants, ont eu connaissance des questionnements ou problématiques liés à ces directives anticipées.
Là, on s'est également posé la question de savoir si le caractère pertinent et adapté de ces directives était toujours présent. En effet, l'article L1111 dispose que la décision de refus d'application des directives anticipées est faite par le médecin qui les juge manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. La question était de savoir si, dans un contexte de crise sanitaire causée par un virus nouveau, dont les connaissances scientifiques et médicales étaient, notamment au moment de la première vague, limitées, comment apprécier le caractère inapproprié, non conforme des directives. Et c'est en fait un exercice qui pourrait paraître difficile. En effet, ce document n'avait pas pu être rédigé dans une période dans laquelle la COVID-19 n'était pas encore apparue. Ne pas faire de ces directives un outil de conditionnement de la prise en charge semblait tout à fait pertinent et nous avions émis des recommandations globales sur le maintien d'une approche au cas par cas concernant le tri, en fait, qui rentre dans la logique du CCNE et de l'ensemble des saisines, de mieux anticiper les déprogrammations, et dicter des recommandations, encore une fois, homogènes, et maintenir l'information libre et éclairée du patient, notamment en ce qui concerne les directives anticipées. Voilà, la petite carte mentale qui permet de regrouper les thématiques. Et enfin, je vais passer sur les équipes soignantes. Là, je vais être un peu plus brève. Il y a surtout eu une approche faite sur la base des questionnaires, bien sûr sur les saisines des CSE, mais aussi sur le questionnaire. 2 points principaux, la peur de la contamination et la relation soignant-soigné. Sur le premier point, il a été essentiellement question de s'appuyer sur le questionnaire remis aux membres des CSE. Les réponses étaient relativement ambivalentes et n'ont pas permis de relever un consensus sur le sujet. Il faut également prendre en compte le fait que les informations sur le virus, au moment, bien sûr, de l'écriture de ce rapport, mais aussi de l'envoi du questionnaire, n'étaient pas totales. Voilà, il faut bien évidemment tenir compte de ce point. 5 questions sur la peur d'être contaminé, la peur de contaminer ses proches, la peur d'être contaminé par un patient, la peur de contaminer un patient et de contaminer un collègue ont été posées. Et nous avons vu surtout une peur concernant la contamination de ses proches et des patients. Vous avez tous les chiffres sur le rapport final qui sont un peu plus éloquents, mais voilà, pas de véritable consensus sur le sujet. Là où il y a un vrai sujet, ce sont sur les équipements de protection individuelle. On peut diviser cette partie en 2 points. Il a été question de s'appuyer essentiellement sur les entretiens complémentaires et encore une fois sur le questionnaire. Il y a eu une véritable surabondance des équipements de protection individuelle qui a mis en avant des difficultés dans la relation patient-malade. En effet, l'utilisation des masques, de surblose a été renforcée par l'endémie afin d'éviter bien sûr tout risque de contamination. Le questionnaire révèle l'existence d'une mise à distance relationnelle du fait de ces EPI. Il existait des difficultés dans la reconnaissance de l'autre pour les patients qui étaient, je vous rappelle, déjà affaiblis. Depuis, ça a été indiqué que les éléments de reconnaissance qui pouvaient permettre la mémorisation du patient, lunettes, tenues vestimentaires, n'étaient plus visibles pour ce dernier et pouvaient parfois constituer un élément d'entrave à cette reconnaissance. À noter cependant que cette absence d'identification n'a pas été unanimement reconnue. Certains réussissaient par ailleurs à trouver des alternatives pour justement se présenter au moins une fois au patient avec justement de manière éloignée un retrait du masque et se dire voilà je suis le docteur X, voici mon visage et le remettre par la suite. Et ainsi éviter tout risque de contamination tout en gardant un minimum de lien. On a pu du coup parler de cette notion d'absence de visage qui a été du coup source de difficultés. Mais comme énoncé ci-dessus, des alternatives ont été trouvées. À la surabondance de ces équipements de protection individuelle, c'est précédé plutôt la difficulté d'en trouver. Ces derniers sont venus à manquer dans certains établissements, surtout, encore une fois, en première vague, notamment dans la médecine de ville. Certaines de ces préoccupations ont fait l'objet de saisines des CSE qui ont majoritairement redirigé les auteurs vers justement la DGOS dans une volonté de maintenir une doctrine homogène sur ce point, particulièrement sensible, comme vous vous en souvenez, en début de pandémie. Il a été relevé également une difficulté d'organisation des espaces, sens de la circulation, éloignement des personnes. La mise en œuvre de ces mesures pouvait être considérée comme basculant l'équilibre des services. L'absence d'équipement ont également été un réel frein
à la relation patient-soignant, à l'instar en fait de l'absence de visage, en créant une distance par la peur. Ces équipements ont été un frein au contact soignant-soigné, aux gestes de soins auparavant quotidiens dans la prise en charge. Il a été de même pour les acteurs de la relation de soins à domicile, chez qui le manque de pays avait une ampleur bien plus importante, là où les contacts physiques sont nécessaires, comme pour la toilette, l'habillage. Il était évident que ce manque était extrêmement problématique. Ici, le principal levier d'amélioration est global. Il y a une volonté de mettre en place un retour d'expérience concernant notamment la peur de la contamination, ce sera le rôle plutôt des ressources humaines, et aussi développer de manière plus importante les formations sur l'éthique. Et pour une éventuelle hypothétique crise pandémique à venir, mettre en place un protocole de présentation. Enfin, pour conclure, ce travail était le moyen de faire une rétrospective sur un moment qui était totalement inédit, avec un matériel qui est trop peu souvent utilisé, c'est remonter des saisines. Il apparaît essentiel de prévoir de tels travaux pluridisciplinaires, afin de prévenir d'autres situations similaires ou anticiper au mieux celles qui pourraient se renouveler ou venir. Je vous remercie.